L'interview de la Grande Bibliothèque, présentée par Narek. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de la Grande Bibliothèque. René Guénon, dans ses réflexions, évoquait Jérusalem comme un symbole universel de Jérusalem céleste, face au paradis terrestre, incarnant la quête de l'absolu et le point de convergence des traditions spirituelles. Cette vision transcende alors les frontières matérielles, car chaque pierre de la vieille ville a sa signification, pour alors devenir un sujet de tension entre communautés chrétiennes comme arabes et juives. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette dimension sacrée dans une Jérusalem fragmentée par les divisions ? Au cœur de cette ancienne cité, le quartier arménien, contigu au quartier chrétien mais indépendant, témoigne d'une présence millénaire remontant à Tigrane II, pour ne pas dire plus avant. Depuis le IVe siècle, lorsque l'Arménie est, nous le savons, devenue le premier État à adopter effectivement le christianisme, Jérusalem est restée un sanctuaire vivant pour cette communauté. À travers les croisades, les Mamelouks et jusqu'à nos jours, entre Cilicie et Arménie, elle a préservé un patrimoine culturel et artistique avec ses inscriptions, sculptures, mosaïques, manuscrits, miniatures, églises, monuments. Pourtant, cette richesse ancestrale est menacée. Des projets immobiliers, comme la construction d'un hôtel de luxe sur le jardin des vaches, risquent de transformer cet espace sacré en simple commodité touristique. Toutefois, l'optimisme demeure. Parallèlement, des tensions avec les autorités israéliennes autour de taxes injustes et de saisies immobilières alimentent l'inquiétude quant à l'avenir de ce conservatoire unique de la culture arménienne hors d'Arménie, l'un des plus riches. La communauté arménienne, héritière d'une histoire marquée par le génocide de 1915, se bat aujourd'hui pour préserver non seulement ses biens matériels, mais aussi son identité profonde. Dans ce contexte d'une géopolitique incertaine, en pleine mutation, et en pleine transformation d'alliances, la visite récente du secrétaire d'État américain Marco Rubio, par exemple, à l'église du Saint-Sépulcre, prend une dimension symbolique, soulignant l'importance de protéger cette diversité religieuse et culturelle arménienne de Jérusalem. Pour approfondir ces questions, nous recevons donc Claude Moutafian, historien renommé et spécialiste des relations entre l'Arménie et notamment Jérusalem, et d'une façon générale de l'histoire et de la politique de l'Arménie. Donc pour commencer, comment cette histoire millénaire des Arméniens à Jérusalem, marquée par leur rôle dans les croisades, au Mamelouk, permet de comprendre la situation actuelle et permet d'appréhender les divers conflits, notamment au Proche-Orient et pour les chrétiens d'Orient. Effectivement, il y avait la présence arménienne était historiquement tellement importante que les Arméniens ont un quartier à part. La présence arménienne est très ancienne. On a des témoignages des 3e, 4e siècle. Et Jérusalem a toujours été, malgré la distance, a toujours été une sorte de mythe, de rêve pour les Arméniens. Voilà. Et évidemment, ça s'est accentué avec la conversion au christianisme au 4e siècle. Alors les Arméniens ont donc un quartier à part, et historiquement, depuis très longtemps. Et il y a un patriarcat arménien qui est indépendant des autorités suprêmes de l'Église arménienne, qui s'appelle le Catholicos. Il y en a deux, il y en a un en Arménie et un au Liban, mais le patriarcat arménien est totalement indépendant. Donc il y a un patriarche, il y a alors un musée arménien qui a été refait tout récemment, qui a été rouvert là, superbe. Et puis il y a la cathédrale, très belle cathédrale arménienne. En plus, les Arméniens ont aussi des possessions dans le Saint-Sépulcre, qui lui se trouve dans le quartier chrétien, et non pas dans le quartier arménien. Mais les Arméniens y ont des possessions. De plus, autour de Jérusalem, ils ont aussi des possessions en Judée, il y a à Nazareth. L'écriture arménienne a été date du début du 5e siècle. L'alphabet arménien a été créé au début du 5e siècle. Eh bien, les plus anciens graffitis arméniens connus, donc datent du 5e siècle, et se trouvent à Nazareth, à côté de Jérusalem. Donc, il y a une sorte il y a eu toujours une obsession des Arméniens vis-à-vis de Jérusalem. Et donc, comment cette histoire millénaire des Arméniens, vous l'évoquez à Jérusalem, marquée notamment par leur rôle dans les croisades, au Mamelouk et au génocide ottoman des Arméniens, peut-elle aujourd'hui éclairer les défis actuels qu'ils rencontrent aujourd'hui ? Et quelles leçons pouvons-nous tirer pour préserver cet héritage culturel et religieux ? Les Arméniens, donc,
comme j'ai dit, avait toujours une présence constante. Évidemment, les croisades, donc ça a été une rencontre entre les chrétiens francs, qui étaient des croisés, et les chrétiens arméniens. Cette relation, a été un peu, quelquefois, entachée de rivalité, mais elle était quand même assez très forte, quoi. Quand je vous dis que, par exemple, à plusieurs reprises, des souverains arméniens, surtout des souveraines, ont été originaires de Jérusalem. Et donc, la présence arménienne est restée constante à Jérusalem. Évidemment, après, le génocide a été ressenti à Jérusalem comme ailleurs, qu'on le veuille ou non. Et donc aujourd'hui, beaucoup de conflits ont lieu également dans ce quartier au regard de plusieurs questions de terrain. Pouvez-vous préciser la situation actuelle ? Oui, alors la situation actuelle, oui, il y a eu un problème qui est dû, disons les choses clairement, au patriarche actuel, qui est une personnalité très peu recommandable. Il faut pas oublier aussi la condition officielle. Israël, effectivement, de facto a une autorité sur Jérusalem-Est, mais légalement, non. Légalement, Jérusalem-Est dépend de l'autorité palestinienne et du roi de Jordanie, et non pas mais évidemment, c'est théoriquement. Alors, ce patriarche arménien de Jérusalem a, disons, en douce, entre guillemets, vendu un terrain du quartier arménien à un homme d'affaires juif d'Australie pour 99 ans. Voilà. Alors là, c'est un gros problème parce que c'est une grosse proportion du quartier arménien et c'était vraiment un scandale, quoi. Alors l'affaire n'est toujours pas réglée et elle est compliquée par le fait que l'autorité palestinienne et le roi de Jordanie ont tous les deux condamné cette vente, présentant comme nulle. Mais évidemment, pour Israël, c'est une aubaine. Et bien que, comme je l'ai dit, légalement, Israël n'a pas d'autorité sur ce territoire. Donc voilà où on en est. Je pense que ça finira par se régler. Je suis relativement optimiste parce que c'est une violation beaucoup trop flagrante, quoi, du droit international. Et démographiquement, comment se comporte actuellement cette communauté ? On sait qu'il y a... Elle est pas très importante, parce que surtout que depuis, disons que l'autorité de facto d'Israël sur ce terrain, je dis bien de facto, pas de jure. Et donc il y a eu beaucoup d'immigration, alors qu'en fait, quand on s'y promène dans le quartier de Jérusalem, c'est un très joli quartier et où il n'y a pas du tout que des religieux. Il y a beaucoup de laïcs qui y habitent. Mais quand je dis beaucoup, malheureusement, il y en a de moins en moins. Parce qu'il y a une émigration assez forte, vu la pression israélienne sur ce quartier de Jérusalem. Donc de plus en plus, disons, la majorité, une grande partie de la population arménienne est en fait des religieux arméniens à Jérusalem. Les laïcs, là, sont là de moins en moins, et ce qui est bien dommage, parce que, en particulier, ils avaient des spécialités artisanales, comme la poterie, énormément de potiers arméniens dans le quartier. Bon, tout ça, petit à petit, ça s'en va. Alors, il reste ce qui est fondamental, c'est la bibliothèque des manuscrits. Il y a une quantité énorme de manuscrits. Cette bibliothèque des manuscrits, en dehors d'Arménie, c'est la principale bibliothèque de manuscrits arméniens, avec quelques milliers de manuscrits, dont certains des chefs-d'œuvre. Pour donner juste un exemple, le plus célèbre de tous les miniaturistes arméniens s'appelle Toros Roslin, au Moyen-Âge. Il nous reste, ils sont parvenus jusqu'à nous, 7 manuscrits enluminés par Toros Roslin. Et bien sur les 7, il y en a 4 à Jérusalem, 2 en Arménie et 1 aux États-Unis. Donc ça vous montre un peu l'importance c'est un trésor inestimable, ces manuscrits arméniens de Jérusalem. Ils étaient, pendant très longtemps, ils étaient conservés dans une église, s'appelait Saint-Toros. Moi, je les ai vus dans cette église, et c'était scandaleux parce que l'église, c'est une petite église superbe, mais très humide. Et c'était scandaleux de conserver les manuscrits dans ces conditions. Alors maintenant, heureusement, ils ont été transférés. Il y a une bibliothèque de livres créée par la Fondation Gulbenkian de Lisbonne, une bibliothèque donc de livres. Et dans cette bibliothèque de livres, il y avait de la place libre
et les manuscrits ont été transférés dans cette bibliothèque. Donc là, ils sont très bien, les conditions sont très bonnes. Et on ne peut pas délier et ne pas parler également de la situation géopolitique au Proche-Orient. Quel effet ont les changements d'alliance, notamment avec la Syrie, notamment avec la situation de guerre israélo-palestinienne, sur cette communauté arménienne? Oui, c'est là que je vous dis, la communauté arménienne, la réponse de la communauté arménienne, c'est en grande partie une immigration. C'est bien triste, parce que ça change le rapport démographique dans la Jérusalem, mais là, effectivement, avec la situation au Liban et dans ses voisins, Liban et Syriens, c'est très difficile. Et puis la politique israélienne, en fait, fait tout pour encourager cette immigration, bien entendu. Alors que, comme je vous répète une fois de plus, Israël n'a pas normalement une quelconque autorité sur la vieille ville de Jérusalem, officiellement. Mais évidemment, ils font donc alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour arrêter ça? Ça va dépendre en partie de l'évolution de la situation en Syrie et surtout au Liban. Mais comme vous savez, la politique israélienne fait tout pour détruire ce statu quo. Et dans ce contexte, l'Arménie peut-elle jouer un rôle? Quels sont les liens entre Jérusalem et la République d'Arménie? Il n'y a pas de lien. Il y a des liens culturels, beaucoup de liens, mais c'est tout, malheureusement. L'Arménie n'a aucun moyen de pression sur Jérusalem. Les Arméniens de Jérusalem se reconnaissent la suprématie, évidemment, de la République d'Arménie, mais il n'y a aucun levier légal, disons, de la part de la République d'Arménie. Et pourtant, on trouve de nombreux drapeaux arméniens, notamment à Nazareth, j'y ai été, où de nombreux drapeaux sont présents. Comme je vous ai dit, les Arméniens reconnaissent l'autorité de la République d'Arménie, mais purement formelle. C'est purement formel, c'est pas concrètement, en particulier pour cette histoire qui s'appelle le Pré aux Vaches, le terrain qui a été vendu par le patriarche à cet homme d'affaires d'Australie. L'État, la République d'Arménie ne peut rien faire. Rien, malheureusement. Et c'est également dans ce contexte que les États-Unis soutiennent, ou du moins veulent soutenir l'Arménie. On sait que le patriarche Aram Ier de Cilicie s'est entretenu avec Donald Trump, et récemment Marco Rubio s'est rendu au Saint-Sépulcre auprès des Arméniens. Quel regard portez-vous sur ce rôle, ou ce plus ou moins important rôle des États-Unis dans la stabilisation de Jérusalem? Oui, mais ça, vous savez, alors avec cette espèce de guignol dangereux de Trump, on peut jamais prévoir. Malheureusement, ça on peut jamais prévoir. Mais j'insiste aussi sur le fait que cette vente est donc une crapulerie de la part du patriarche arménien de Jérusalem. Mais comme je l'ai dit au tout début, malheureusement, l'autorité suprême de l'Église arménienne, qui s'appelle le Catholicos, qui réside à Etchmiadzin, dans le pays d'Arménie, n'a aucune autorité sur lui, malheureusement. Sinon, il aurait été destitué depuis longtemps. Mais malheureusement, il n'a aucune autorité légale sur ce patriarche. Donc la situation est très très difficile et très tendue. Évoquons une autre question qui est liée donc à Jérusalem, c'est la question plutôt de la géopolitique de l'Arménie. On sait que récemment, Nicole Pachinian s'est rendu à Paris, qu'il a échangé avec de nombreux responsables français, notamment militaires. Quel regard portez-vous sur ce rapprochement entre l'Arménie et la France, et sur la politique de l'Arménie d'une façon générale de Nicole Pachinian? Écoutez, l'Arménie fait ce qu'elle peut, mais la France, on dit toujours la France est l'ami de l'Arménie, d'accord. Mais concrètement, comment ça se traduit? Quand il y a eu l'agression de l'Azerbaïdjan à 2 reprises, en 2020 et en 2023, la France n'a pas plus réagi que les autres, malheureusement. Donc les relations sont bonnes, oui, mais ça reste quand même beaucoup au niveau des paroles. Là, il n'y a pas eu de condamnation directe de la part de la France de l'agression azerbaïdjanaise. Il y a eu des sortes de paroles de solidarité avec l'Arménie et tout, mais il n'y a pas eu directement de condamnation envers Bakou. N'oublions pas d'ailleurs que l'Azerbaïdjan a une 5e colonne dans le gouvernement français. C'est la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui est complètement vendue à l'Azerbaïdjan. Elle avait organisé, à l'époque où l'Azerbaïdjan avait
avait pris la région du Nakhitchevan, qui était qui avait été une région arménienne, avec tous ces monuments, détruisait ces monuments, un par un. Eh bien, Madame Dati, qui était maire du 7e, avait fait une exposition devant le Louvre qui s'appelait Azerbaïdjan, terre de tolérance. Vous vous rendez compte? Eh bien, il y a les ministres de la Culture, là. Donc, l'Azerbaïdjan a une 5e colonne dans le gouvernement français, faut pas oublier ça. Et également un soutien plus ou moins sur le plan géopolitique de l'État d'Israël. Quelle est justement cette coopération au niveau de Jérusalem? Là aussi, le gouvernement français est quand même ne veut pas se créer de problèmes avec l'État d'Israël. En particulier, disons-le clairement, pour ne pas froisser l'électorat juif. Hein. Et il ne veut pas avoir de problème avec donc les condamnations sont toujours des condamnations formelles du bout des lèvres, mais se traduisent par rien de concret. Et quelle est alors la réaction de la diaspora arménienne? Comment la qualifiez-vous? Comment analysez-vous la diaspora arménienne de façon générale face à cette situation, notamment au niveau de la France? La diaspora arménienne, oui, en particulier en France, fait ce qu'elle peut, hein, mais elle peut pas beaucoup. Elle fait ce qu'elle peut. Il y a énormément de soutien verbal, évidemment, mais aussi du soutien concret. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a aucun levier politique. L'État français aurait un levier politique, mais il veut pas, il l'utilise pas vraiment pour ne pas détériorer ses relations avec l'Azerbaïdjan. La diaspora, moi je sais, je participe énormément. Il y a mais ça a des réunions, des collectes, de solidarité, tout ça. Mais ça reste quand même plus ou moins au niveau formel, quoi, disons. Hein. Je parle de cette diaspora justement parce que récemment, le Premier ministre Pachinian a fait cette distinction entre l'Arménie réelle et l'Arménie historique, en mettant davantage en avant cette diaspora d'affaires qui prendrait plus le dessus sur la diaspora historique. Oui. Quel est justement le regard que vous portez sur cette distinction? Moi je suis tout à fait contre. Hein. C'est très dangereux le jeu que joue, parce qu'il fait une sorte de parallèle. Et de même que l'Azerbaïdjan appelle l'Arménie l'Azerbaïdjan occidental, carrément, hein, comme si c'était une partie de l'Azerbaïdjan prise par l'Arménie. Et de même, le Pachinian condamne la notion de l'Arménie occidentale. Or, c'est pas du tout pareil. L'Arménie occidentale, elle a existé jusqu'au génocide. C'était pas un État, mais c'était une communauté extrêmement importante qui a existé jusqu'au génocide. Cette Arménie occidentale. Alors, mettre sur le même plan les Azeris qui disent Azerbaïdjan occidental pour l'Arménie et les Arméniens qui disent Arménie occidentale pour feu l'ancienne Arménie ottomane, c'est très dangereux de faire ce parallèle. C'est très dangereux et là, moi je suis pas du tout, disons, un opposant forcené de Pachinian. Il a fait des choses positives, mais ça, je trouve que c'est très dangereux de mettre ça en cause. L'Arménie occidentale, qu'on le veuille ou non, elle a existé. Quant à l'Azerbaïdjan, je veux quand même insister sur une chose, le terme d'Azerbaïdjan, le terme même d'Azerbaïdjan, si vous regardez les cartes, jusqu'en 1918, toutes les cartes situent le nom Azerbaïdjan au sud du fleuve Araxe, c'est-à-dire au nord de l'Iran. L'Azerbaïdjan est la province septentrionale de l'Iran, et ça s'arrête au fleuve Araxe. Et c'est seulement en 1918 que les Turcs au nord de l'Araxe ont adopté ce nom d'Azerbaïdjan. Donc c'est le terme actuel de l'Azerbaïdjan est tout à fait récent au nord de l'Araxe. C'est évidemment pour des raisons géopolitiques, pour se considérer comme un territoire azerbaïdjanais historique duquel l'Arménie aurait été détachée. Alors, ils ont publié des articles et même des livres en Azerbaïdjan qui s'appellent les monuments de l'Azerbaïdjan, où à toutes les églises arméniennes et les monuments arméniens d'Arménie actuelle, ont été fondés par des Turcs. Hein. Les Arméniens sont arrivés soi-disant au 18e, 19e siècle. Ça a été fondé par des Turcs. Et alors, quant aux inscriptions arméniennes, qui sont légion, évidemment, elles auraient été rajoutées plus tard. Par exemple, c'est absolument... tous ces mensonges et tout, là, il n'y a pas
de démenti officiel de la part des autres États, dont la France. J'ai jamais entendu la France condamner cette accaparation, récupération politique de l'Azerbaïdjan. Jamais. Peut-être au niveau européen, il me semble qu'il y a eu plusieurs dénonciations et appels. Oui, sur le bout des lèvres, mais on laisse on fait rien explicitement. Il faudrait quand même, ne serait-ce que via l'ONU peut-être, une commission de vérification de l'état des monuments arméniens dans les territoires occupés par l'Azerbaïdjan, en particulier dans ce fameux Karabakh, qui compte parmi les merveilles de l'architecture arménienne, surtout deux grands monastères, Dadivank, oui, c'est Dadivank et Gandzasal. Gandzasal qui a même été pendant quelque temps le siège du catholicos arménien, c'est-à-dire du patriarche suprême. Ce sont deux merveilles d'architecture. Qu'est-ce qu'elles vont devenir on ne sait pas. Hein. Un patrimoine arménien qui est également présent, vous l'évoquiez, en Arménie occidentale. Quel est l'état et le regard que le gouvernement turc a sur ce patrimoine? Est-ce qu'il y a des restaurations et des améliorations? Oui, disons, de deux mots le moindre, le gouvernement turc est moins extrémiste à ce point de vue-là que le gouvernement d'Azerbaïdjan. Cela dit, il ne faut pas oublier non plus quand même que les Turcs ont aidé l'Azerbaïdjan dans la dernière guerre, la guerre des 44 jours de 2020. Les troupes turques ont aidé les troupes azerbaïdjanaises. Donc, pour prendre un exemple, l'une des merveilles de l'architecture arménienne en Arménie occidentale, que Pachinian le veuille ou non s'appelle comme ça, c'est l'église d'Artamal, sur le lac de Van, avec des fresques qui se détérioraient. Eh bien, les autorités turques ont autorisé les Arméniens à restaurer ces fresques. Ce que n'aurait jamais fait, évidemment, l'Azerbaïdjan. Donc, il y a quand même une légère différence. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la Turquie reconnaît le génocide, bien entendu, et l'existence de cette énorme communauté arménienne qui a été détruite. Mais elle met moins d'obstacles, disons, à la restauration, quoi. Donc, il y a quand même, à ce point de vue-là, une certaine différence à faire. Ce qui n'empêche que, du point de vue politique, c'est une alliance totale. Le paradoxe, c'est que, finalement, si vous regardez la frontière sur le fleuve Araxe, au sud, c'est l'Iran, hein, au nord, c'est l'Azerbaïdjan, sauf un petit morceau de la frontière sur le fleuve Araxe, qui est l'Arménie. Et c'est la seule partie, pour l'Iran, c'est la seule partie de sa frontière septentrionale qui n'est pas turque. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de visa pour passer d'Iran en Arménie, réciproquement. Hein. Donc l'Iran, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Azerbaïdjan n'a pas encore attaqué pour s'emparer du sud de l'Arménie et faire une continuité étatique, c'est que l'Iran est violemment contre. Alors on a ce paradoxe que le seul garde-fou là-dessus pour l'Arménie, c'est la République islamique d'Iran qui n'est quand même pas un État très recommandable, hein, avec ses pratiques à tout point de vue, y compris de l'exécution publique et tout. Hein. Donc c'est bien triste, mais bon, on a les alliés qu'on peut. Hein. Et en Iran, où il y a également une communauté arménienne, des monastères, etc. Est-ce que vous avez étudié ces questions? Très, 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 très bien. Les Arméniens en Iran sont très respectés, très bien vus. Ils doivent respecter les formes. Par exemple, les femmes doivent quand même se cacher les cheveux, comme on le veut ou non. Et par exemple, ils ont des clubs. Et bien, dans les clubs, c'est juste un détail, mais c'est important. Et bien, les Arméniens dans leurs clubs peuvent très bien boire de l'alcool comme ils veulent. Alors que en Iran, c'est interdit. Mais c'est autorisé dans les clubs arméniens. Il y a un Ispahan, dans le quartier, donc dans la ville d'Ispahan, il y a un patriarcat arménien, le patriarche arménien, mais qui dépend, lui, d'Etchmiadzin, qui dépend du catholicos. Mais il est tout à fait... Alors je vous donne juste un exemple. Une fois quand j'étais allé avec ma femme, on a voulu aller en Iran, donc on est allé à l'ambassade d'Iran pour demander les visas. Il y avait une queue gigantesque pour demander les visas. Alors je me suis aperçu, j'ai dit à ma femme, je vais faire une chose, je vais contacter le patriarche arménien d'Ispahan pour lui demander une invitation. Et bien il l'a fait tout de suite, j'ai reçu une invitation du patriarche,
Et avec ça, je suis retourné à l'ambassade d'Iran, j'ai doublé toute la queue, j'ai donné ce papier. Eh bien, la personne qui a pris le papier l'a tout de suite porté au responsable et m'a apporté en me donnant le visa. Simplement parce que j'étais invité par le patriarche arménien. Vous voyez le respect, disons, qu'il y a vis-à-vis du facteur arménien. Il y a des pèlerinages dans des couvents et les églises et les arméniennes sont parfaitement conservées. Les manuscrits aussi, d'ailleurs. Hein. Et donc les Arméniens peuvent-ils avoir, selon vous, en Iran, une influence sur le plan politique? Y a-t-il peut-être des groupes politiques arméniens en Iran? Et comment expliquer ce rapprochement, ou du moins cette relation diplomatique entre l'Iran et l'Azerbaïdjan? À quel point est-elle importante selon vous? Ces rapports entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, c'est important parce que l'Iran, c'est un garde-fou. Hein. Cette frontière sud de l'Arménie, eh bien, elle est une frontière avec l'Iran et non pas avec l'Azerbaïdjan. Disons qu'il y a une sorte de modus vivendi des Arméniens en Iran, les autorités disant bon bah vous ne faites pas d'esclandre, rien, soyez tranquilles, soyez et inversement, bah comme ça, on vous respecte et on n'a rien contre vous. Voilà, c'est un modus vivendi qui ne dissimule pas les horreurs faites par ce régime iranien, hein, mais en tout cas, ça n'affecte pas les Arméniens, disons, directement. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très important, l'Azerbaïdjan ne peut pas attaquer et occuper le sud de l'Arménie tant que l'Iran ne donne pas le feu vert. Quoi. C'est clair. C'est là-dessus que l'Arménie compte. Hein. Voilà, et comme je vous répète, l'Azerbaïdjan au nord de l'Araxe, hein, ça date de 1918, et c'est pas un hasard, parce que ça veut dire qu'en fait, les Azéris voient à plus ou moins longue échéance la réunification entre l'Azerbaïdjan historique, qui est la province nord de l'Iran, au sud de l'Araxe, et c'est ce nouvel Azerbaïdjan au nord qui a usurpé ce terme. Hein. C'est pas un hasard. Et cette communauté azérie en Iran, donc, à quel point fait-elle pression sur le gouvernement iranien? Y a-t-il une conflictualité entre ces deux communautés? Les autorités iraniennes gardent un œil dessus, parce qu'effectivement, la province de l'Azerbaïdjan iranien, c'est-à-dire la province nord de l'Iran, est en grande partie peuplée des turcophones, quoi, peuplée d'Azéris. Mais ils ne bougent pas, disons, ils n'ont même pas apporté leur appui, disons, à leurs, entre guillemets, frères du Nord dans la guerre contre l'Arménie, hein, contre la guerre des 44 jours. Donc, il y a une sorte de modus vivendi. De même qu'il y a un modus vivendi entre les autorités iraniennes et les Arméniens d'Iran, eh bien, il y en a aussi entre les autorités iraniennes et les Azéris d'Iran. C'est-à-dire, vous faites pas de vagues et on vous laisse tranquille. Par exemple, dans le nord de l'Iran, on parle beaucoup plus turc que persan. Hein. Et donc, nous avons évoqué cette érosion démographique de la diaspora, cette fragilité politique de l'Arménie, ce contexte régional assez incertain. Selon vous, quelles sont les erreurs sur le plan politique, mais aussi diplomatique, et d'une façon générale commises par les Arméniens durant ces 20 dernières années? Ou du moins, peut-on parler d'une succession d'erreurs ou d'erreurs suivies de certaines réussites? Je ne dirais pas qu'il y a eu de grosses erreurs, non. Les Arméniens de la diaspora, ils font ce qu'ils peuvent, hein, et en évitant justement de mettre de l'huile sur le feu. Hein, ça, c'est clair. Les responsabilités, disons, elles sont pas des Arméniens de la diaspora, les responsabilités sont les États, dont la France et d'autres qui laissent faire, et se contentant de condamnations verbales. Je vous dis aussi quelque chose de très symbolique. Donc j'ai dit que dans la guerre des 44 jours en 2020, la Turquie a ouvertement appuyé l'armée turque, ouvertement appuyé l'armée azérie. Et quand la guerre a été finie, eh bien Erdogan est allé donc à Bakou après la victoire, disons, azérie, et il a invoqué, pour remercier, les mânes de Enver Pacha, qui était l'un des deux principaux artisans du génocide des Arméniens. Enver Pacha, qui était le ministre de l'Intérieur du gouvernement jeune turc. Eh bien, carrément, Erdogan alors c'est clair, quoi. Ça veut dire, on est ensemble, quoi. On est avec vous. Et dans ce contexte, quel rôle peut jouer ou peut toujours jouer la Russie, qui aujourd'hui est en train plus ou moins de résoudre la guerre en Ukraine? Pensez-vous qu'un retour de la Russie est possible?
Le problème, c'est ça, c'est que pendant longtemps, les Arméniens en Azerbaïdjan, et disons d'une manière plus générale dans le Caucase, étaient tranquilles sous ce qu'on appelait le parapluie russe. Parce que l'Azerbaïdjan peut se montrer les dents et tout, mais il peut pas s'attaquer à la Russie. Si la Russie dit niet, c'est niet. C'était comme ça. Mais la guerre des 44 jours a montré que ça n'allait plus. Disons, 10 ou 15 années plus tôt, l'Azerbaïdjan n'aurait pas pu comme ça attaquer, parce que le Karabakh était sous la protection de la Russie. Et ça, c'était cette région autonome du Haut-Karabakh, qui faisait partie de l'Azerbaïdjan, mais était autonome sous la protection de la Russie. Et tant que la Russie gardait cette protection, l'Azerbaïdjan ne pouvait pas attaquer. Il a pu attaquer quand il a eu des renseignements que les Russes ne bougeraient pas. Alors évidemment, c'est très difficile. En Arménie, il y a les pour et les contre. Il y en a qui disent oui, mais on peut pas comme ça dépendre de la Russie. C'est pas possible. D'un autre côté, il y en a d'autres qui disent oui, mais s'il n'y a pas la Russie, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas la France ou les États-Unis ou quoi qui vont nous aider. Pour terminer, donc, au centre de cette question se pose aussi le problème, évidemment, de la reconnaissance du génocide, qui a été, il y a déjà quelques années, reconnu par les États-Unis. Pourquoi, par exemple, des États comme l'État d'Israël ou la Turquie ne reconnaissent pas le génocide? La Turquie, on le sait, mais pourquoi en particulier Israël? Et comment expliquer cette certaine concession récemment sur le terme de génocide par le gouvernement arménien? D'abord, pour point de vue Israël, d'abord, il faut pas oublier une chose, c'est que pour Israël, le terme génocide est sacré, il y en a eu un et un seul. C'est le génocide contre les Juifs, c'est le seul. Donc il n'accepte pas, alors pour les autres, il parle de massacre et tout, mais pas de génocide. C'est une sorte d'exclusivité, voilà. Le génocide, c'est à nous, c'est à personne d'autre. Donc, d'autre part, faut pas oublier qu'Israël a des bonnes relations avec la Turquie, et donc elle ne veut pas gêner la Turquie en reconnaissant le génocide des Arméniens. Donc tout ça se tient, ça se tient ensemble et ça se comprend. Et même la France, d'accord, la France a reconnu le génocide des Arméniens. Mais quel est le texte de loi? La France reconnaît le génocide arménien de 1915. C'est ça la phrase de la France. Bon, mais si on regarde bien, ça veut dire quoi? D'abord, génocide arménien, c'est une erreur grossière. C'est pas le génocide arménien, c'est le génocide des Arméniens. Génocide arménien, ça veut dire un génocide commis par les Arméniens. Donc ça, déjà, c'est une erreur. Mais surtout, d'accord, la France reconnaît le génocide, mais qui l'a fait ce génocide? Ça, on ne sait pas. C'est pas dit. L'auteur n'est pas mentionné. L'auteur n'est pas mentionné, donc c'est une grave. Et la même chose dans le monument, le monument du génocide qui se trouve donc à Paris, et on va tous les ans, le 24 avril, les Arméniens se réunissent. Et bien là, il est écrit, d'accord, le génocide de 1915. Alors là, c'est un peu mieux parce que il y a quand même dans l'Empire ottoman. C'est déjà ça. Mais quand même, dans l'Empire ottoman, mais c'est pas dit commis par qui. C'est un génocide dans l'Empire ottoman. Donc vous voyez, c'est faut faire très attention à ça. Tout le monde vraiment marche sur des œufs. Et tout le problème, c'est ne pas mécontenter la Turquie. Voilà. Bien, je vous remercie, monsieur Moutafian, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Et voilà. Merci, au revoir. L'interview de la Grande Bibliothèque, présentée par Narek.